on s'y perd. Moi, j'ai rencontré des gens qui pensaient en fait que cette loi était déjà mise en œuvre. C'est vous dire si dans l'opinion publique on est perdu, parce que ça fait quand même tellement longtemps que l'on parle de ces textes qu'on ne sait plus très bien où on en est. Donc là on s'aperçoit que les députés hier ont adopté ce texte sur l'euthanasie, le droit de mourir, comme on dit. Maï-Hélène, que contient donc ce texte au final pour qu'on comprenne bien ? C'est un texte qui ouvre un peu plus que celui de l'année dernière, donc qui a les mêmes critères, à savoir être majeur, être français, être atteint d'une maladie grave, incurable, en phase avancée ou terminale, souffrir d'affections de souffrances qui sont réfractaires à tout traitement, donc qui sont insupportables, des souffrances qui sont physiques ou psychologiques. Et là, par exemple, il y a une nouveauté durant cet examen, c'est que ces souffrances n'ont plus besoin d'être constantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être épisodiques. Et enfin, il faut pouvoir évidemment exprimer ce désir de manière libre et éclairée. Alors, quelle est la différence avec les fois d'avant ? Non, mais je vous coupe tout de suite. De manière libre et éclairée... Ça ne veut rien dire. Non, mais ça ne veut rien dire. On a tous des expériences dans nos familles. Voilà. Ça pose vraiment question, notamment au niveau des maladies psychologiques. À un moment, par exemple, mon père qui avait Parkinson, ça a duré 15 ans. Je peux vous dire que les dernières semaines ont été particulièrement difficiles et je m'en souviens comme si c'était hier. C'est particulièrement violent d'ailleurs pour ceux qui sont autour, bien entendu. Il n'avait plus la conscience quelque part pour savoir s'il devait partir ou non, à tel point d'ailleurs que vous avez votre médecin généraliste qui vous dit à un moment, déjà, et ça remonte à 7-8 ans, qui vous dit déjà à l'époque, avant même qu'il y ait un texte, écoute, il n'y a plus aucune chance qu'il s'en sorte, c'est la fin, il faut l'accepter et on va l'accompagner pour qu'il ne souffre pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu me donnes le go ou est-ce que tu ne me le donnes pas ? Et je me rappelle que pour mon grand-père, dans les années 90, c'était la même chose. À l'hôpital, c'était déjà la même chose. Oui, mais la France a mis en place, il y a une vingtaine d'années, la loi Claeys-Leonetti, qui permet la sédation profonde et continue, donc l'accompagnement justement pour éviter les douleurs, mais un geste létal qui n'est pas censé tuer. La personne meurt du corps qui lâche face au traitement qui lui permettent d'apaiser ses douleurs. Et c'est là toute la différence. Et sur cette volonté libre et éclairée dont on parlait, effectivement, il y a énormément de maladies où la personne n'est plus en mesure de décider Quand vous avez Alzheimer, par exemple, c'est très difficile au dernier moment. La communication est compliquée. Et c'est toute la question des directives anticipées. Mais là-dessus, le député Philippe Juvin, qui est un député LR qui est médecin, et qu'on a reçu d'ailleurs sur cette antenne hier, ne cesse de le rappeler, expliquant que le désir de mort aux derniers instants de sa vie, c'est un désir qui est fluctuant. Et c'est en fonction des douleurs qu'on ressent, ça peut différer le matin, le soir, etc. Et il y a un autre élément que je voudrais souligner sur le texte qui a été travaillé là, parce que du coup là, on a un texte que les députés envoient au Sénat, et les sénateurs vont l'examiner. Il y a deux éléments en fait, c'est le délit d'entrave et le délit d'incitation. C'est-à-dire qui sont deux choses qu'il faut que les Français comprennent bien. Le délit d'entrave, c'est un délit que vous commettez, si la loi passe telle qu'elle, si vous essayez d'empêcher un proche d'avoir recours à une euthanasie ou de se renseigner sur une euthanasie. Il y a un espèce de flou juridique sur le cercle familial peut s'exprimer. Se renseigner sur une euthanasie ? Lancer les démarches pour avoir accès à une euthanasie. Et c'est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Du coup, les députés qui sont opposés au texte se sont dit il faut équilibrer ce texte en créant un délit d'incitation, quand même, donc pour pouvoir également punir ceux qui encourageraient à l'inverse un proche à avoir recours à une euthanasie, mais il est moins puni, cette fois c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Bon. Jeanne Amourou, vous êtes avec nous. On va continuer d'évoquer le sujet, bien évidemment. Vous êtes infirmière en soins palliatifs, membre actif d'une association dont vous allez nous rappeler le nom. La SFAP, qui est la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, qui est la société savante et militante des soins palliatifs. Et donc qui a pris la parole dans le débat sur ce sujet. Absolument. On vient d'écouter les explications de Maï-Hélène Trémollet, avec des flous quand même qui apparaissent dans le texte, et en même temps une ouverture qui n'existait pas jusque-là. J'ai presque... Moi, il y a une formule que j'aime bien, qui peut évidemment être utilisée dans plein de domaines, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et ça veut dire beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette inquiétude de dire demain, il peut y avoir des excès. Quels sont les excès que vous craignez, vous ? On sait très bien qu'à partir du moment où effectivement on ouvre
ce nouveau droit qui est revendiqué. On sait très bien que les élargissements vont arriver les uns après les autres. On l'a vu déjà là entre les 2 lectures à l'Assemblée, qu'il y a quelques élargissements qui arrivent. Et on voit bien, surtout, on se renseigne beaucoup des pays à l'étranger, je pense, qui ont légalisé. La Belgique, par exemple. La Belgique, le Québec. Enfin voilà, il y a beaucoup de pays quand même qui sont, voilà, on peut prendre exemple et qui montrent bien qu'on élargit dans ces pays. La question des mineurs, la question effectivement, on en parlait des directives anticipées. Les personnes porteuses de handicap mental. Tout à fait. Et donc là, le Canada réfléchit à cette question-là, des personnes aussi qui ont des maladies psychiatriques. Voilà, on sait bien que c'est une ouverture et après c'est impossible de se restreindre parce que à quel moment on peut dire à quelqu'un « toi ta souffrance est légitime et donc on va l'écouter, en revanche la tienne elle n'est pas légitime ». Au bout d'un moment, c'est le chemin normal, on élargit à tout le monde parce que juger d'une souffrance qui serait plus légitime que l'autre, c'est impossible. Bon, là ça repart au Sénat. Quel est votre espoir? Parce que les sénateurs, on le sait, qui sont plutôt sur l'échiquier politique à droite, sont pas très favorables à cet élargissement justement du texte. Donc est-ce qu'il y a une chance que on remette l'église au milieu du village, si je puis dire? Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire... on nous parle de loi d'équilibre, on a beaucoup entendu que c'était une loi qui était équilibrée, etc. C'est pas vrai, c'est pas une loi d'équilibre, c'est une loi qui va très très loin. On nous parle de cas isolés, c'est pas vrai, c'est une loi qui pourrait concerner 1 million de personnes. C'est une loi qui va très très loin et qui n'est pas du tout ce qu'on dit aux Français, que c'est une loi pour l'ultime recours, pour des personnes qui seraient dans des situations très particulières. C'est faux, effectivement, quand on parle des personnes qui ont un pronostic vital engagé, une maladie à une phase avancée, c'est les patients que je vois tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les patients? Quand vous discutez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les patients, ils nous demandent qu'on les soulage et qu'on les accompagne. En revanche, ils nous demandent pas qu'on leur donne la mort. De temps en temps, on a des patients qui arrivent en nous disant c'est trop difficile, il faudrait que ça s'arrête, j'en peux plus. La question qu'il faut qu'on se pose collectivement, c'est qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là? Est-ce qu'on leur dit effectivement ta vie est très difficile, donc on est ok pour que tu te suicides ou pour qu'on te donne la mort et on va même l'organiser. Aujourd'hui, nous, la réponse qu'on fait, nous, les soins palliatifs et la société en général, c'est de dire on va t'accompagner, on va tout faire pour te soulager et surtout, on ne te laissera pas tomber et on ne t'abandonnera pas. Moi, si j'ai choisi ce métier, c'est parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Et ce que je vois tous les jours, c'est que les soins palliatifs, le message aussi de la société, aide ces gens à pouvoir vivre le mieux possible et surtout à vivre jusqu'au bout. Et moi, quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'on nous parle d'une loi de liberté. Moi, dans ma pratique tous les jours... La liberté de mourir, c'est quand même extraordinaire. Moi, tous les jours, je ne vois pas des gens libres. Je vois des gens qui ne sont pas libres parce qu'on n'a pas mis assez de moyens dans des soins, même pas sans parler des soins palliatifs, les gens qui sont à la maison. Si vous voulez avoir quelqu'un 24 heures sur 24 pour vous aider, pour vous changer, pour vous assister, il faut avoir de l'argent. Donc il faut être riche, avoir de l'argent et être entouré par une famille. Et moi, ce que je vois tous les jours, c'est des gens qui sont seuls, qui sont pauvres. J'ai travaillé dans le 93 pendant quelques mois. Vous allez à la campagne, c'est pareil. Voilà, exactement, les déserts médicaux. Et donc aujourd'hui, les gens ne sont même pas libres. Ne sont pas libres. Et donc, comment est-ce qu'on peut leur dire on va vous donner le droit de donner la mort? Effectivement, il y a des gens qui, par manque de soins, par manque de moyens, par manque de volonté politique, vont dire oui, effectivement, c'est la seule solution que j'ai, c'est qu'on me donne la mort.